forme de ce qui marque, de ce qui jalonne cette temporalité, c'est-à-dire sous la forme des événements qui se produisent. Il y a chez Nietzsche cette préparation à la fois littérale, puisque le terme de devenir appartient au vocabulaire de Nietzsche, mais à la fois une préparation également dans l'intention, dans l'orientation de l'histoire et de la transmission vers la compréhension événementielle de la de l'historicité de la vie que l'on retrouvera dans la compréhension et l'exposition faite par Deleuze et Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie de ce que sont les rapports entre la vie et l'histoire. Je trace donc à très rapide l'orientation de cette confrontation pour laquelle je voudrais vous donner quelques repères à travers ce texte. Et donc je reprends. Le sens général de ce texte est une confrontation entre l'histoire et la vie, mais l'histoire considérée comme positive, comme science positive, et la vie saisie par d'autres moyens, et saisie dans son devenir par d'autres moyens que ceux de l'histoire telle qu'on la comprend et telle qu'on essaie de la réduire en tant que science positive des faits. Grande opposition, par conséquent, non pas entre tellement l'histoire comme connaissance de la temporalité et la vie comme quelque chose qui serait identique et intemporel, mais pénétration de la vie ou du Werden, c'est-à-dire du devenir de la vie, par une méthode qui est un autre mode de pensée que celui de l'histoire. La pensée de Nietzsche est donc bien toujours une pensée du devenir, et non pas une pensée de l'immobilité de l'être. Depuis d'ailleurs ses premiers écrits, et depuis en particulier la naissance de la tragédie, il définit bien l'être comme étant un devenir, et à travers en particulier la compréhension de l'orientation dionysiaque de la tragédie, comme étant une des forces qui y est engagée, mais ce devenir est quelque chose qui ne répond pas à des méthodes de saisie et de démonstration telles que celles que pratique la science à son égard. Il faudrait peut-être, j'avais relevé d'ailleurs quelque chose qui est étranger à Nietzsche, puisque c'est antérieur, qui n'est pas écrit dans le même sens ou dans la même orientation, mais qui pourrait fort bien s'y appliquer, en quelque sorte, par cette méthode un peu de procession, de processus zigzagant que peut être la pensée philosophique, et que j'avais trouvé chez un auteur français, Mendebiran, qui est du début, qui a écrit à l'origine du XIXe siècle, dans son journal de 1821, un des premiers penseurs, d'ailleurs un des premiers philosophes, ou plutôt psychologues, puisque c'est ainsi qu'il se caractérise lui-même, qui a décrit, pénétré le devenir de la vie même, dans la vie dans sa quotidienneté
dans son développement, dans sa temporalité quotidienne, et qui met en avant relativement à la méthode de l'intelligence, un peu antérieure, d'ailleurs je le pensais également, il fait penser aussi à quelqu'un qui le précède et qui n'est pas très éloigné de lui sur ce point-là, à Bergson, dans son opposition aux procédés de saisie qui sont ceux de l'intelligence, de la décomposition donc d'un flux à partir de faits, à partir de documents précis, bien délimités, et la saisie intuitive de la temporalité. C'est dans cette intuition que Mendebiran identifie ou apparente à une forme de croyance qu'il voit la méthode propre à la saisie de la vie ou la compréhension. C'est un mot également qu'il introduit ici, avant qu'il en soit fait usage plus abondamment dans la pensée philosophique, par Kierkegaard en particulier, avant de l'être dans la pensée contemporaine par Heidegger ou par Sartre, c'est la notion d'existence ou d'existentiel. La croyance est l'existentiel, écrit-il. La croyance est l'existentiel du savoir. C'est une expression que je vous dicte parce qu'elle est intéressante dans sa formulation et peut difficilement être paraphrasée. Je crois qu'on peut la reprendre comme telle. La croyance est l'existentiel du savoir. Je sais, alors c'est une autre proposition qui commente, je sais, mais la vie croit. De croire, c'est pas du verbe croître, c'est du verbe croire, c'est-à-dire la vie. Mais on pourrait faire le jeu de mots d'ailleurs sur le verbe croître, le verbe croire. Mais non, là, directement, dans le premier sens, au premier degré, comme on dit, c'est bien le verbe croire. Je sais, c'est-à-dire c'est le je. En tant que, quand je me pense en tant que sujet, en tant que je sais, mais la vie croit. C'est-à-dire que ce qui permet d'aller à la compréhension de la vie, ce n'est pas le jeu du je pense. Le je pense, c'est dans une réflexion où, dans des pages un petit peu plus loin dans le contexte, il parle précisément de Descartes. Et oppose, un peu comme le fera Kierkegaard d'ailleurs, une sorte de cogito existentiel à un cogito cartésien. Il y a le savoir qui est le domaine du jeu, du sujet. Et il y a la croyance qui est du domaine de la vie. Donc on se situe d'un autre côté. Et je pense que chez Nietzsche, on peut voir la même chose aussi même si elle n'est pas formulée de cette façon exactement, on peut voir la même chose, le passage de quelque chose qui est du domaine du jeu, mais artificiel, superficiel, incertain, ce jeu qui n'est pas maître de ses pensées, qui n'est pas dont les décisions sont en définitive incertaines et inconnues, et d'autre part, ce qui est la pénétration dans le flux de la vie même, dans ce qui la commande en particulier, c'est ce que l'on trouve au début de Par-delà le bien et le mal, qui sera écrit un petit peu plus tard, et où il s'agira cette fois d'une analyse conjointe à la généalogie de la morale et qui portera justement dans le domaine de la vie et de ses valeurs. Or, à mon sens, on pourrait, d'une façon qui n'est pas, je crois, artificielle ou trop forcée, voir dans ces expressions de Mendebiran quelque chose qui est on pourrait dire,
un écho anticipé, si on peut utiliser cette expression. Ce n'est pas une prémonition, mais enfin quelque chose qui est une parenté avant même que ces pensées se soient exprimées. C'est une parenté avec elles que l'on trouve là. On la trouvera également avec un contemporain de Nietzsche comme Bergson, qui n'a eu aucun rapport avec lui, mais dont certaines pensées peuvent être voisines en dehors des immenses différences qui peuvent exister entre eux. Sur ce plan essentiel, tout à fait fondamental, de l'opposition ou de la confrontation entre le domaine de ceux qui appréhendent la vie et ceux qui appréhendent le savoir. Et qui, chez Bergson, sera présenté comme étant l'opposition entre l'intelligence et l'intuition, en tant que la méthode pour atteindre la vie. Mais il est certain qu'en dehors du bergsonisme, à quoi on l'identifie couramment, à juste titre d'ailleurs, d'autres penseurs ont exprimé la même chose, et cette impossibilité d'accéder à la vie si l'on se tient exclusivement du point de vue du savoir, de son analyse, de la subjectivité pensante, du cogito cartésien. Je crois, je continue cette petite proposition de Mendes-Biron, je crois que je sais, il y faut la foi. D'ailleurs, c'est ça, ça veut dire, en fait, il y a opposition donc entre je sais et je crois, mais d'autre part, même à l'intérieur du je sais, il y a quelque chose qui est une adhésion croyante. Je vous avais parlé l'année dernière, on rencontrerait, je pense, la même forme d'idée aussi chez Jacobi, chez Frédéric Jacobi, le contemporain de Kant, de Fichte, qui aussi a développé ou a exprimé les mêmes idées, l'influence de la croyance dans le savoir lui-même. Non seulement il y a une forme d'opposition, mais le savoir lui-même a besoin de la croyance. Je sais, mais il faut bien que je croie que je sais, donc il y a une certaine antériorité ou préséance ou prépotence, une plus grande force de la croyance. Il y faut la foi, dit Mendes-Biron, l'adhésion vivante. L'adhésion vivante. L'on pourrait confronter cela, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de Deleuze aussi, à certains passages de Deleuze un de ces tomes sur le cinéma, je crois que c'est dans celui, je ne l'ai pas, j'en ai pas noté la différence exacte, mais si vous l'avez lu, vous verrez où ça se trouve, lorsqu'il parle de c'est au début de l'image-temps, c'est ça, ou lorsqu'il parle de la croyance au monde, de la perte de croyance au monde qui caractérise l'homme moderne, et du fait qu'il s'agit de restituer cette croyance, et où, dans le passage dans lequel il attribue au cinéma ce rôle de résurrection, et où il fait état justement de ce basculement de la pensée philosophique, de la recherche de la vérité par le savoir, au domaine de la croyance, de la foi dans le monde, où il range. Il ne parle pas de Mendes-Biron, ni de Jacobi, mais il parle de Pascal, il parle de Kierkegaard,
il parle de Nietzsche également, donc il range bien Nietzsche du côté de ces penseurs de la croyance qu'il ne faut pas lire dans le cadre de la recherche d'une démonstration rigoureuse, d'une démonstration intellectuelle, mais d'une appréhension, d'une saisie que l'on appellera, si l'on veut, intuitive ou visionnaire de la nature même de la vie, de ce qui constitue l'essence de la vie, et qui demande quelque chose de tout à fait différent des processus par lesquels on constituerait une science. Il y a à l'intérieur même d'ailleurs de la recherche de la science, de la recherche de la connaissance, quelque chose qui est une animation plus profonde et qui est de la nature de la foi. Pour compléter cette petite présentation, je pense quelques citations de Nietzsche dans cette inactuelle, la façon dont il précise et justifie cette appellation de Unzeitgemäß, inactuelle ou intempestive. Si cette considération est inactuelle ou intempestive, puisque la traduction de Geneviève Bianchi est intempestive, donc dans le texte que j'écris, il s'agit d'intempestive, mais c'est toujours le même mot allemand, Unzeitgemäß. Si cette considération est intempestive, c'est aussi parce que j'essaie de comprendre comme un mal, un défaut, un dommage, l'allemand c'est Schaden qui veut dire plutôt dommage, comme un mal, un dommage, une carence, une chose dont ce temps se glorifie à bon droit, il ne dit pas qu'il adhère à cette glorification, mais il dit que cette glorification est justifiée par rapport à son temps, dont ce temps se glorifie à bon droit, sa culture historique. C'est parce que je crois que nous souffrons d'une fièvre historique dévorante et que nous devrions pour le moins reconnaître que nous en souffrons. Et pour montrer que son analyse n'est pas simplement un rejet de l'histoire, ni même de la culture historique, il ajoute un petit peu plus loin que cette culture historique doit être conçue comme une vertu hypertrophiée, c'est-à-dire il ne rejette pas exactement l'histoire, c'est-à-dire toute son œuvre antérieure ou ultérieure le montre, mais c'est cette orientation de l'historique qu'il rejette, donc une vertu hypertrophiée.